Madame, Messieurs, c'est toujours avec un réel plaisir que je vous retrouve dans le cadre de l'émission Regard sur le monde. Eh bien, il vous souviendra que la semaine dernière, je recevais justement sur ce plateau le docteur Odom Angon, gabonaise, enseignant, chercheur à l'université Cheikh Anta Diop et qui a représenté l'Afrique au premier colloque international de l'université de Montréal. Eh bien, toujours pour prolonger justement la réflexion sur l'université africaine, j'ai le plaisir également de recevoir sur ce plateau le professeur Daniel Franck Idiata, qui est donc avec lui, je vais donc prolonger cette réflexion sur l'université africaine. Alors, pourquoi ce choix? Il faut dire que l'homme est à multiples casquettes d'abord. C'est lui l'expert qui a favorisé, travaillé pour la mise en œuvre du système LMD au Gabon et dans la zone CEMAC. Il est également professeur titulaire émérite enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo et président du groupe M Gabon Université. Mais ici, sur ce plateau, il va davantage s'exprimer en tant que président de la conférence des grandes écoles et universités du privé, en abrégé CGE. À ses côtés, il y a également un célèbre réalisateur et producteur de films qui s'appelle Henri-Joseph Koumba. Il parle ici en sa qualité de directeur de l'Institut Philippe Maury de l'audiovisuel et du cinéma IPMAC, c'est ça? Tout à fait. Alors, messieurs, bienvenue sur ce plateau de Regard sur le monde. En tout cas, comme je le disais à l'entame, je suis ravie de vous recevoir pour parler justement de la formation à un niveau universitaire. Bon, avant donc d'aller dans le vif du sujet, j'ai fait une brève présentation pour ce qui concerne votre curriculum vitae. Alors, est-ce que vous avez à dire ou alors c'est bon? Professeur. Non, je crois que ça va. Simplement repréciser quand même qu'en ce qui concerne le système LMD, l'Université Omar Bongo a été l'établissement de référence en ce qui concerne la CEMAC et qu'un nombre de textes sur cette importante réforme ont été conçus à l'Université Omar Bongo. Moi, mon rôle, je l'ai joué à deux niveaux. D'abord comme directeur général de l'Institut national des sciences de gestion de 2003 à 2005. Et là, j'ai eu le déclic de mettre en œuvre cette réforme pour la première fois dans l'espace CEMAC et peut-être même dans l'espace CAMES. Et vous savez, à l'époque, j'étais pris pour un fou, mais avec mon équipe, nous avons bataillé et l'histoire nous a donné raison. Le deuxième pan, c'est celui de mon expertise dans le cadre de l'espace CEMAC d'enseignement supérieur, de recherche et de formation professionnelle, pour lequel donc la CRURO AC, qui est la conférence des recteurs d'universités d'Afrique centrale et des responsables donc d'organismes de recherche, donc la CRURO AC m'avait confié le rôle d'expert pour dynamiser la réforme et notamment mettre en place un système de crédit qui a été adopté il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Donc voilà bien humblement ce que j'ai essayé de faire dans le cadre du système LMD. Alors, pourquoi on vous a pris pour un fou? Vous disiez à l'instant que vous avez été pris pour un fou. Pourquoi? Madame, j'ai publié en 2006, là aussi c'était la première fois qu'un Africain francophone publiait un ouvrage sur le système LMD. J'ai intitulé l'ouvrage en 2006, le système LMD, la réforme de toutes les révolutions. C'est une révolution, ne serait-ce que la gestion efficiente des heures. Vous connaissez l'histoire des fameuses heures supplémentaires à l'université, mais c'est des batailles sur batailles. La réforme des unités d'enseignement pour arriver à une offre de formation succincte, par exemple. Vous cassez la tirelire de certaines personnes et ça ne marche pas toujours. Quand j'étais directeur général de l'Institut national des sciences de gestion, j'ai eu 2 années très difficiles avec des grèves. Bon, j'avais réussi à tenir grâce à une équipe absolument dynamique. Voilà pourquoi c'est très difficile. Il y a des enjeux financiers, des enjeux structurels, infrastructurels, etc., qui font que c'est une réforme extrêmement complexe. D'accord. Alors, je disais qu'à vos côtés, il y a le célèbre réalisateur-producteur Henri-Joseph Koumba. Oui, célèbre, il faut relativiser, mais vous me faites penser à cette formule d'un célèbre conteur de vedettes, vous qui êtes quand,
Bomeko qui disait que si la célébrité que j'ai pouvait m'allonger la vie, je serais immortel. Ça, c'est très Mais éloquent, je pense ça. qu'il faut relativiser. Disons que oui, j'ai une certaine autorité ici, parce que je travaille depuis plus de 40 ans, c'est normal. Mais vous êtes immortel à travers vos œuvres. Oui, comme L'œuvre produite ne meurt pas, comme tous les artistes. mais la chair s'en va. Comme tous les artistes. Bien Et évidemment. justement, puisque nous parlons de l'IPMA, c'est l'un des enjeux que nous avons. Je vous dis une chose simple. Vous savez que le petit Européen, dès qu'il a 6 ans, il sait qui est Mozart, qui est Léonard de Vinci, qui est ainsi de suite. Parce que ça fait partie de sa culture. Parce que l'audiovisuel, le cinéma, tous les médias, là, travaillent à enraciner la culture. Alors donc, nous allons suivre, messieurs, le document sur un peu l'état de l'université africaine dans le monde, puisque c'est le thème qui nous réunit sur ce plateau. En 2015, les travaux dirigés par les experts regroupés au sein du Partenariat mondial pour l'éducation GPE et l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique ADEA avaient établi que l'Afrique comptait environ 1650 institutions d'enseignement supérieur, dont un grand nombre sont en difficulté et nécessitent l'intervention de différentes parties prenantes des gouvernements nationaux et des partenaires au développement pour permettre aux étudiants de développer au maximum leurs acquis et apporter une contribution efficace sur le marché du travail. En Afrique, l'enseignement supérieur est sous-développé et souvent constitue une priorité de second plan depuis près de 2 décennies. Or, il se fait sentir un besoin pressant de contribuer à la réflexion qu'imposent les nouvelles formes d'exigence du XXIe siècle et qui remettent en cause les performances des universités africaines, dès lors que celles-ci influent autant sur le marché du travail que sur l'évolution des connaissances. En effet, la crise multiforme que connaît l'université africaine concerne à la fois la pertinence, la qualité, la gestion et le financement de l'enseignement supérieur, toutes choses ayant provoqué au cours de ces 20 dernières années la dégradation des infrastructures et du milieu d'apprentissage, l'exode continu des cerveaux, le déclin de la recherche et l'amplification des conflits entre étudiants, syndicats, des personnels et l'administration de l'enseignement supérieur. Herculiens sont donc les obstacles à surmonter. Sur le chemin de la formation, finalement, quelle option attire les étudiants? Bon, je vais étudier à l'étranger déjà parce que je pense que là-bas, les conditions d'études sont meilleures que les universités d'ici. Le coût aussi n'est pas vraiment cher là-bas. Il y a plusieurs options qui permettent aux étudiants qui reviennent de l'extérieur de pouvoir trouver leur vocation, surtout pouvoir étudier. Je crois qu'il y a plus d'opportunités de travail là-bas, plus d'opportunités de formation et autres. Premièrement, je désire aller étudier à l'étranger parce que la filière que je veux faire n'est pas productive ici au Gabon. Elle n'est pas mise en valeur en fait. J'aimerais faire dans les métiers des services à l'environnement. Ça consiste un peu à urbaniser la ville, tout ça. Donc l'habitation, j'ai fait une seule recherche, mais le coût de l'année, bon, l'inscription uniquement s'élève à 1,5 million. Donc ça m'a découragée. Et au Gabon, il y a beaucoup de grèves aussi, donc voilà. Le sureffectif, c'est la première réalité dramatique à laquelle sont confrontés les étudiants africains à leur arrivée à la fac. À l'université de Ouagadougou, par exemple, il y a environ 70 000 étudiants pour 20 000 places assises en 2015. Il faut donc se lever très tôt pour avoir une place dans l'amphithéâtre, affirme un étudiant du département d'anglais de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le manque d'enseignants est un véritable casse-tête chinois. Un enseignant pour 116 étudiants. Cependant, l'UNESCO recommande 25 à 45 étudiants par enseignant selon le cycle de formation. En moyenne, seuls 7% des jeunes ont accès à l'enseignement supérieur en Afrique, contre 76% dans les pays occidentaux. Notons par ailleurs que depuis une vingtaine d'années, des efforts considérables ont été consentis par les gouvernements africains pour améliorer l'accès à l'éducation. Nous n'avons pas eu beaucoup de statistiques à notre disposition, mais qu'à cela ne tienne, vous avez un certain nombre de chiffres. Comment vous réagissez par rapport non seulement à ces données reprises dans le document, mais aussi aux déclarations des étudiantes qui désirent aller effectivement terminer leur formation à l'étranger? Professeur? Écoutez, c'est avec beaucoup de tristesse qu'on regarde un tel reportage. Il est criant de vérité. Et
il faut constater que la question de l'université touche en réalité tous les pays. On ne se lance pas dans un véritable débat parce qu'on prend souvent des raccourcis malheureux. Et je suis bien content que ce reportage-là présente une situation d'ensemble. Global. Il faut bien que l'on se dise une chose. C'est vrai que la question universitaire au Gabon est préoccupante, mais le cas gabonais n'est pas spécifique. Le Gabon n'est pas l'enfer sur terre, bien entendu. Le Gabon n'est pas non plus le paradis sur terre. Il y a des choses qui se font bien, il y a des choses qui se font mal, il y a des choses à corriger, mais c'est exactement la même chose dans l'ensemble des pays. Alors, après, quand je dis ça, je dois ajouter que lorsqu'on entend des jeunes, et c'est une caractéristique gabonaise absolument terrible, c'est que nombre de bacheliers, et croyez-moi, nous en rencontrons des centaines, voire même des milliers chaque année à l'issue de chaque examen du baccalauréat. Les jeunes veulent tous aller à l'étranger. Nous rencontrons des parents d'étudiants qui pensent eux aussi que l'étranger, c'est en fait le miroir aux alouettes. Ah, c'est la solution par excellence, mais ils ignorent que les mêmes problèmes que nous pouvons rencontrer ici se retrouvent ailleurs. Vous avez aujourd'hui, dans des pays comme le Sénégal qui ont été cités, le Burkina Faso qui ont été cités, mais on peut parler du Maroc, de la Tunisie ou d'ailleurs. Rencontrer les étudiants dans ces pays-là, ils vous diront qu'ils sont eux aussi confrontés à ce genre de problème. Bien sûr, le degré de difficulté peut être plus ou moins grand. Voilà, ça c'est la deuxième chose. La troisième chose que je voudrais dire, toujours en réaction par rapport à ce reportage, c'est exprimer là encore beaucoup de tristesse pour dire que les pays africains n'ont finalement pas bien compris l'université. C'est-à-dire que, ok, il fallait créer l'université, les pays indépendants devaient s'assumer pour former eux-mêmes leurs élites. Mais malheureusement, on peut-être pensé que l'université ressemblait à une école primaire ou l'université ressemblait à un lycée parce qu'ils n'ont pas du tout intégré les exigences pour que l'université soit le véritable fleuron nécessaire au développement des pays. Autrement, on ne serait pas confronté à autant de problèmes. C'est vrai que vous me direz que la question de la pertinence et de la qualité de l'université incombe d'abord aux universitaires eux-mêmes. Il faut qu'on se le dise. Les universitaires eux-mêmes ne sont pas, dans le cas qui nous concerne, ne sont pas de véritables acteurs de développement. Quand on voit des programmes qui sont quasiment les mêmes depuis 30, 40 ans, moi j'ai été à l'université... Pas de renouvellement de connaissances. Moi j'ai été à l'université Omar Bongo de 1987 à 1991, mais je suis triste de voir mes étudiants exactement dans la même situation, voire pire. Donc, mais au-delà de ces questions internes, la question du financement, la question de l'investissement, ça c'est d'abord l'État. C'est d'abord la vision de l'État, c'est d'abord une question de politique publique. Donc, hélas, les enfants ont tort de croire que la solution c'est à l'extérieur, parce que malheureusement, ailleurs aussi, il y a des problèmes. Parfois, il vaut mieux rester chez soi, et j'espère que j'aurai l'occasion de le démontrer tout à l'heure. D'accord. Vous voulez réagir par rapport au document avant qu'on... Très sincèrement. D'abord, je voudrais remercier vous parlez au président de la CEGEP. Je parle du président du groupe EM Gabon Université. Je voudrais le remercier d'avoir voulu bien m'associer à cette discussion parce que justement, comme il le dit si bien, l'Institut Philippe Maury de l'audiovisuel et du cinéma est un peu dans le microcosme. Ça fait partie des nouvelles formations sur lesquelles nous travaillons. Il tenait à ce que nous puissions dire un mot dessus. Mais je pense que c'est une voie des plus autorisées dans le pays pour parler de ce que nous venons de voir. Et si je parle de ça, moi je ne pourrais en parler qu'au-delà de ce que le prof vient de dire qu'en tant que parent d'élève. Parce que vous savez, dépenser, quelle que soit la dépense, est toujours une contrainte. Douloureux, c'est douloureux. Douloureuse. Nous dépensons pour nos enfants,
le plaisir qui nous fait oublier le mal, c'est les résultats. La réussite. La réussite, la qualité de l'homme qu'on a en face, au bout de 3 ans de formation, au bout de 5 ans de formation, et qui devient utile pour la société. Donc, c'est cela le fond du problème. Comme le professeur l'a dit, il est quand même possible de former ici et de mieux suivre nos enfants. Et d'empêcher la fuite des cerveaux. Et d'empêcher la fuite des cerveaux parce que beaucoup, quand ils partent, ne reviennent plus. Donc voilà un peu ce que je pourrais rajouter, mais je pense que l'essentiel est vraiment dit avec les mots justes. Ok, d'accord. Maintenant, le thème de notre émission, c'est l'université africaine dans le monde. Professeur, quelle est la problématique? Écoutez, encore une fois, je veux dire que lorsqu'on parle des questions, des difficultés, lorsqu'on parle du drame de l'université africaine, ce que je voudrais vous dire, c'est que aujourd'hui, vous regardez le classement des universités d'un pays, alors vous voyez le niveau de développement de ce pays-là. La corrélation est claire. Nous venons de sortir d'une crise terrible, la pandémie de la Covid. Vous savez que la plupart des recherches qui ont été menées pour aboutir aux vaccins que nous connaissons, on peut les contester ou non, mais ces vaccins existent, ces vaccins ont été imposés aux populations de par le monde. La plupart des recherches ont été faites dans des laboratoires, dans des universités. Malheureusement, à l'exception de quelques rares pays en Afrique, comme l'Afrique du Sud, par exemple, il y a d'autres exemples, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais dans l'espace francophone, moi, je n'ai pas vu beaucoup d'universités être capables d'apporter des propositions ou des contre-propositions par rapport aux solutions qui nous ont été proposées par l'Occident. Donc, voyez-vous, c'est une situation absolument terrible. Terrible dans ce sens que quand on parle d'émergence des pays africains, quand on parle de développement des pays africains, en fait, ceux qui le disent ne veulent peut-être pas accepter qu'on leur dise que le développement passe par l'université. Le développement passe par la recherche. Le développement passe par la technologie. Donc, regardez le monde, regardez les États-Unis, regardez l'Occident, regardez le Japon, regardez même la Corée du Sud qui était au même niveau que la Côte d'Ivoire dans les années 50, si mes souvenirs sont bons, ou au moment de l'indépendance. Regardez, nous achetons aujourd'hui des voitures de Corée. La Corée du Sud, j'entends. Bien sûr. Combien de pays africains vendent des voitures à la Corée, au Japon, à la Chine? Mais nous sommes dépendants. Nous ne sommes finalement que des consommateurs et malheureusement de produits finis, de nos propres produits qui ont été transformés ailleurs, que nous sommes obligés de racheter un peu plus cher. Et c'est ça toute la problématique de l'université. Et on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Si on est optimiste, on va dire à moitié plein. On va se dire que les dirigeants africains ont fini ou vont finir par prendre conscience de cette réalité-là et faire ce qu'il faut pour que l'Afrique naturellement se développe, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative que de se développer. L'Afrique, c'est l'avenir du monde, je le crois. Alors, ok, c'est un constat très négatif que vous développez, vous expliquez même. Alors, ma question est la suivante. C'est vrai que c'est un problème, les dirigeants africains n'ont pas totalement pris la mesure de la situation telle que vous le dites, mais d'un autre côté, il y a aussi les universitaires eux-mêmes, c'est-à-dire que chaque année, les universitaires montent en grade au sein des institutions africaines, telles que vous êtes professeur agrégé, vous n'échappez pas à la règle. Alors, comment un professeur agrégé des universités de votre trempe interprète ces résultats? Est-ce que finalement, l'université elle-même, en tant qu'institution de savoir, n'assume pas une quelconque responsabilité dans ces résultats? Je suis devenu professeur titulaire par la voie longue, je ne suis pas passé par la voie courte. Au CAMES, nous avons la voie longue et la voie courte qui est la voie donc, des concours d'agrégation. C'est important à le dire
Autrement, mes collègues ne l'accepteraient pas si je valide ce que vous dites. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et là, je sais que je vais me faire lapider par les collègues, mais malheureusement, je le pense, et je pense que nous sommes 99% à le penser. Chaque année, nous montons en grade au CAMES. Chaque année. Le CAMES évalue le dossier sur la base de deux choses. Vous avez le rapport pédagogique et le rapport recherche. Mais quand vous regardez bien la question pédagogique, oui, nous enseignons. Nous enseignons. Mais la partie recherche, quel est l'impact de cette recherche pour le développement des pays africains? Il faut réformer, il faut réorienter la recherche scientifique vers une autre dimension, une dimension plus pratique, plus réaliste, une dimension véritablement utile au développement du pays pour trouver des solutions. Encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait voir le verre à moitié vide. C'est qu'il n'y a pas de financement de la recherche, c'est qu'il n'y a pas de valorisation de la recherche, c'est que les chercheurs n'ont pas les moyens de se mouvoir à l'international. Vous savez, un chercheur, ce n'est pas un fonctionnaire dans un bureau. Un chercheur est sur le terrain, un chercheur est dans un laboratoire. C'est cela la place du chercheur. Autrement, on paye le chercheur. Pourquoi? Un universitaire doit se mouvoir de par le monde pour assister aux conférences, pour présenter ses travaux à des colloques ici et là. C'est cela. Et si on n'a pas les moyens de faire cela, même si on est des gens les mieux payés, ça, moi j'ai toujours rendu hommage aux plus hautes autorités de ce pays, au chef de l'État particulièrement, qui a eu le courage d'augmenter les salaires des universitaires. Moi je suis, en tant que professeur titulaire, je ne le regrette pas, je suis bien payé, mais le salaire seul ne suffit pas si on ne peut pas donner aux chercheurs les moyens de pouvoir s'exprimer et apporter leur contribution au développement du pays. Nous avons des gens qui ont des talents, mais ils n'arrivent pas du tout à les exprimer. Vous savez, c'est comme si vous avez Lewis Hamilton, c'est un pilote de Formule 1 que j'aime beaucoup. Prenez Lewis Hamilton, mettez-le ici, il n'aura jamais les performances qui sont les siennes sur un circuit. Oh, en Afrique? Oui, en Afrique? Il n'aura jamais les performances qui sont les siennes. Il faut un circuit de Formule 1 pour qu'un pilote de Formule 1 puisse s'exprimer et montrer au monde la plénitude de son talent. Mais vous ne pouvez pas prétendre avoir des pilotes de Formule 1 et ne pas leur donner ni les circuits, ni les équipements qui vont avec. Donc, c'est ça le problème de l'Afrique. Et encore une fois, ça n'est pas spécifique au Gabon. C'est quasiment non, nous ne parlons pas du sur Gabon. l'ensemble du nous continent. Parlons de l'Afrique. À l'exception de l'Afrique du Sud, par exemple. L'Afrique du Sud est le seul pays dont les universités sont extrêmement fortes. C'est-à-dire que si vous regardez les derniers classements, et c'est presque la même chose chaque année, les universités africaines sont les meilleures. Par exemple, si vous prenez le US News et le World Report, par exemple, 2022, vous avez l'Université du Cap, qui est la meilleure université africaine, numéro 1. Vous avez l'Université de Witwatersrand, numéro 2, Afrique du Sud. Vous avez l'Université de Stellenbosch, numéro 3, Afrique du Sud. Vous avez l'Université du KwaZulu-Natal, numéro 4, Afrique du Sud. En 5e position, on va voir l'université, c'est l'Université du Caire, mais immédiatement, vous avez l'Université de Johannesburg, etc. Donc, il n'y a pas de hasard. Alors, dans la science, il n'y a pas de hasard. Que faut-il faire Écoutez, pour que les universités de l'Afrique francophone puissent occuper aussi les premières places? Je viens de vous dire ce que oui, moi, vous l'avez dit de façon... Je viens de vous dire ce que moi, en tant qu'individu, avec les franchises universitaires, je n'attaque personne, je ne contredis aucun pouvoir, je ne suis pas dans la subversion. Simplement, il faut dire que dans l'ensemble des pays du continent, si j'avais quelque chose à dire à l'Union africaine, par exemple, je leur dirais de changer de paradigme par rapport à la francophonie aussi. Oui, à la francophonie aussi, au Commonwealth aussi. Bien sûr. On y reviendra Nous par y rapport sommes. On parlera du Commonwealth plus tard. Je pense que
avant de compter sur la francophonie qui fait déjà beaucoup, croyez-moi, je vois par exemple le dynamisme de l'AUF, c'est exceptionnel. Avant de compter sur la francophonie, avant de compter sur le Commonwealth, il faut d'abord qu'on compte sur soi-même. Enfin, c'est nous qui savons ce que nous voulons quand même. Qu'est-ce que l'Afrique veut? Et c'est l'Afrique elle-même qui doit savoir ce qu'elle veut et qui doit mettre les moyens qu'il faut pour pouvoir atteindre ses propres objectifs. Nous ne sommes plus de grands enfants, nous sommes indépendants depuis 1960 dans le cas du Gabon et dans nombre de pays, et même un peu plus dans tôt 17 pays pour certains. africains, Donc, c'était le mois d'août qui a été pratiquement un peu plus consacré à leur accession à la souveraineté internationale. Bien sûr. C'était un mois très phare. Donc, je vous disais que la première chose, c'est d'abord d'avoir une vision de l'université. C'est ce que je dirais, moi, à l'Union africaine. Qu'est-ce que vous voulez de votre université? Alors, à partir de cette vision, il faut consacrer une part importante du budget à l'université. Si on revient sur le cas du Gabon, par exemple, comprenez, c'est des statistiques absolument terribles. Si vous prenez le nombre d'étudiants qu'il y a au Sénégal, par exemple, ça se compte par milliers. Quelqu'un parlait de 10 000, je n'ai pas ces stats, mais en discutant avec des collègues, quelqu'un me dirait, il semblerait qu'au Gabon, que les étudiants gabonais soient autour de 6 à 10 000 au Sénégal. Prenons l'hypothèse haute, 10 000. Madame, 10 000 étudiants, c'est des gens qui consomment. Ils vont louer une maison au Sénégal. On paye un loyer mensuel. Ils vont manger, ils vont s'alimenter. Ils vont payer le transport, ils vont payer l'électricité, ils vont payer le téléphone, l'Internet, etc. Ils vont payer leur formation. Imaginons seulement qu'un étudiant dépense en moyenne 300 000 francs par mois. Si vous multipliez cette somme par 12, et si vous multipliez cette somme par 10 000 hypothèses hautes, et tous les pays sont confrontés. Moi, j'ai été au Maroc, j'ai été étonné de voir qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui voulaient partir aux États-Unis, qui voulaient partir en France. J'ai été au Congo, j'ai été au Tchad, j'ai été dans plusieurs pays où il y a cette volonté de partir. Mais la différence, la différence est statistique, dans ce sens que nous, ici, c'est une très grande majorité d'élèves ou de bacheliers qui veulent partir. C'est une très grande majorité de parents qui ont perdu espoir, qui n'ont plus confiance dans les structures nationales et qui croient malheureusement que le meilleur est à l'étranger. Eh bien, moi, je dis non. C'est-à-dire que malgré les difficultés auxquelles nos établissements publics et privés au Gabon peuvent être confrontés, je pense qu'au niveau national, nous avons l'expertise Mais suffisante. au niveau africain, qu'est-ce qu'il faut? Puisque vous dites, vous avez été au Maroc et ailleurs, et vous avez été surpris de voir que des étudiants expriment le même désir de partir. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour une solution globale? Puisque finalement, le problème, il est effectivement un problème africain, d'où d'ailleurs le terme l'université africaine dans le monde. Parce que je pense que le Gabon n'est pas un cas d'école pour justement parler de ces difficultés. Madame, l'étudiant est un citoyen africain. Et j'ai envie de vous dire que ceux qui meurent dans la Méditerranée, c'est des citoyens africains qui ont perdu l'espoir et qui croient que la solution est ailleurs. Donc, quand des gens, et vous avez même des gens, des docteurs, j'ai été choqué de voir dans une émission, on présentait un jeune docteur qui risque sa vie dans la Méditerranée, mais c'est incroyable. Ça veut dire malheureusement que la jeunesse africaine perd de plus en plus d'espoir, parce que voyez-vous, même lorsqu'on est bien formé, même lorsqu'on a de très très bons diplômes, il faut encore trouver du travail. Et malheureusement, dans nombre de pays, c'est un problème. Donc ça aussi, ça fait partie des problèmes de l'université africaine, s'agissant notamment de l'adéquation formation-emploi et de l'offre d'emploi. Dans la plupart des pays, si vous avez par an 1000 diplômés en licence comptabilité, il n'est pas sûr que
30% de ces 1000 trouveront du travail directement en comptabilité. Si vous avez 1000 dans les ressources humaines, madame, il n'est pas sûr qu'il y aura 1% de ces 1000-là qui vont trouver du travail en lien avec les ressources humaines. Je viens de vous donner là 2 exemples dont on parle beaucoup. Donc, il y a une responsabilité, comme je vous le disais tout à l'heure, de l'État, des décideurs politiques, parce que c'est eux qui définissent donc les politiques publiques, et il y a une responsabilité de l'université elle-même pour essayer d'innover régulièrement, de se remettre en cause et d'adapter continuellement les programmes à la réalité du monde économique. Si on ne le fait pas et on va continuer à former comme nous formons, on va toujours se retrouver dans cette situation-là. En réalité, on a besoin de changer de paradigme par rapport à l'université pour que l'université africaine soit véritablement compétitive. Moi, je serais heureux, dans un autre monde peut-être, de voir que des étudiants américains choisissent de venir étudier en Afrique. Que des étudiants asiatiques, que des étudiants européens fassent eux aussi le chemin inverse, viennent étudier dans des universités en Afrique, parce qu'il y aura en Afrique de très très bonnes universités. Moi, je souhaite qu'un jour, il y ait un Harvard au Gabon, par exemple, ou au Congo, au Cameroun, ou ailleurs, dans l'espace CEMAC, c'est notre communauté, par exemple. Mais ça demande beaucoup de choses, ça demande un changement profond de paradigme, à mon avis. D'accord. Alors là, vous parlez de l'université publique. Qu'en est-il de l'université privée? Est-ce que cette université a les capacités de faire face à toutes ces difficultés, à tous ces obstacles jonchés sur le chemin de la formation des enfants? Bon, moi je suis d'abord professeur titulaire dans l'université publique et je suis le produit de l'université publique. Madame, allons-y, il vous souviendra qu'il y a encore quelques années, au lycée par exemple, les étudiants qui allaient dans un établissement privé étaient recalés des lycées et collèges publics qui allaient dans les établissements privés globalement. Les choses ont changé. Les établissements publics sont confrontés à des difficultés de plus en plus insurmontables. Et donc, ce qui laisse place à l'émergence, entre guillemets, donc, des établissements privés. C'est déjà le cas au pré-primaire, dans tous les pays en Afrique, je ne parle pas du Gabon. C'est déjà le cas au collège, au lycée, et c'est aussi le cas à l'université. Alors, là aussi, il faut que je vous dise une chose par rapport à l'enseignement supérieur, c'est mon point de vue, c'est qu'au Gabon, l'université publique est encore la meilleure aujourd'hui. C'est-à-dire que les meilleurs programmes, les meilleurs enseignants, les meilleurs résultats, malgré les problèmes dont nous avons parlé ici, l'université publique reste encore la meilleure. L'UOB reste la meilleure, l'US dans ses domaines de compétences reste la meilleure, l'USTM reste la meilleure. Malheureusement, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer parce qu'il y a... Non mais, attendez, je vais atterrir, laissez-moi aller jusqu'au bout. Ça ne va pas durer si les problèmes qui sont posés, auxquels l'université publique est confrontée, ne sont pas résolus très rapidement. Nous sommes parce d'accord que sur ce point. les parents sont de plus en plus impatients, les bacheliers eux-mêmes sont de plus en plus impatients. Est-ce que l'université privée a la capacité de faire... Non, mais je suis en train de vous répondre. Le privé n'est pas encore, s'agissant du Gabon, à un très très bon niveau par rapport aux établissements publics que je viens de vous citer. Oui, je suis d'accord. Mais il y a un travail de fond qui se fait où vous avez de plus en plus de très très bons établissements. Je peux vous en citer 5. Au Gabon, par exemple, vous avez l'Université internationale de Libreville. Allez voir les structures, c'est un très bon établissement. Vous avez BGFI Business School, c'est un très très bon établissement aussi. Vous avez l'Université franco-gabonaise Saint-Exupéry. Vous avez, je ne veux pas citer le groupe Gabon Université parce que c'est mon établissement, donc je ne veux pas qu'on dise qu'il tire la couverture de son côté, d'autant plus que je suis président de la conférence gabonaise des grandes écoles et universités du privé. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui le privé tâtonne encore
bientôt, on arrivera à de très très bons établissements qui ont de véritables campus, qui ont leurs propres enseignants permanents et qui ont de gros moyens. Si on en arrive là, ce sera la fin de l'université publique. Ce sera quand vous arriverez à ce niveau quand? Bon, encore une fois... Parce que vous me répondez si. Oh, moi, nous voulons savoir aujourd'hui, est-ce que l'université privée a des capacités? Et là, vous êtes dans l'hypothèse. Non, mais par rapport à aujourd'hui, l'université privée a des capacités, c'est sûr. Hein? L'université a des capacités, l'université est privée est stable. Vous n'entendrez pas parler de grève dans les établissements privés. Les établissements privés, généralement, font leur année normalement et rendent leurs résultats normalement. L'université privée répond aux attentes pour un certain nombre d'établissements seulement. Tous ne sont pas au même niveau, mais tous les établissements font de gros efforts. Et dans 10 ans, je crains pour l'université publique, malheureusement, si les problèmes que nous dénonçons ici ne sont pas réglés. Madame, la règle à l'international, c'est que les meilleurs établissements sont privés. Harvard est privé, Stanford est privé, le MIT aux États-Unis, c'est des établissements privés. Donc, il faut qu'on arrive, et c'est ce que j'avais dit lors de ma leçon inaugurale pour les 50 ans de l'université, il faut changer tous les paradigmes par rapport à l'université africaine, gabonaise en ce qui nous concerne, changer le management, changer la désignation des responsables, mettre des moyens importants, une part importante du budget pour faire que l'université retrouve son lustre d'antan, l'université africaine de façon générale, dans les pays francophones particulièrement. D'accord. Alors, nous avons également sur ce plateau M. Henri-Joseph Koumba, qui est réalisateur, producteur de films. Alors, nous parlons, là, vous venez d'entendre le professeur parler de la formation à un niveau, au niveau supérieur. Et donc, vous êtes également directeur d'une structure de formation dans l'audiovisuel. Alors, dans ce domaine qui est le vôtre, quel est l'état? Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le professeur, c'est pas pour rien, c'est pas moi qui l'ai inventé, on l'appelle le pape. On l'appelle le pape. Non, parce qu'il a survolé les choses, je pense que, bon. Vous demandez dans le domaine qui est le vôtre, qui est celui de l'IPMA. Le cinéma, l'audiovisuel. D'abord, je voudrais bien lever une équivoque. D'accord. On me voit, on pense cinéma, on pense audiovisuel, mais l'IPMAC, par rapport au travail fait au conseil pédagogique, nous avons dégagé des grandes lignes qui donnent le spectre d'une formation de 4 filières. La communication, le journalisme, l'audiovisuel, le cinéma. Et vous êtes très bien placé pour savoir et comprendre qu'en fait, ce sont des filières qui sont transversales. Bien sûr. Et quand vous me voyez, excusez-moi, je suis la partie visible de l'iceberg. Parce que comme le professeur vient de le développer, nous essayons, mais je pense que nous allons l'atteindre, de mettre des formations qui soient, et c'est l'objet que nous visons. Et c'est d'ailleurs le credo AEM Gabon Université, c'est de former des cadres qui soient réellement compétents et qui correspondent et qui collent au contexte. Ils sont formés par rapport à la réalité du terrain ici. Adéquation, formation, emploi. Très bien, merci de me passer l'expression. Et quand je dis je suis la face visible de l'iceberg, c'est parce que les formateurs que nous avons, c'est un patchwork d'universitaires, de professionnels de haut niveau et qui forment dans ces domaines-là. C'est pour vous dire que vraiment nous essayons de faire en sorte que la formation qui est ici se fasse le mieux possible. Moi-même, il y a 40 ans, j'ai été formé hors du Gabon. Et à cette époque-là, aucun pays en Afrique quasiment ne formait. Aujourd'hui, vous trouvez de très bonnes écoles de formation dans ces domaines-là, en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, le professeur vient de le dire,
et en Afrique de l'Ouest. Au niveau de l'Afrique centrale, nous nous réveillons et nous essayons de suivre le train. Et dans ce contexte-là, l'IPEMAC, qui est en fait une des composantes du groupe EM Gabon, qui a 7 composantes, dont la Business School, dont l'école de santé, dont l'Institut de sciences juridiques et politiques, dont l'IPEMAC, dont je parle, dont l'IASAC, l'agronomie, dont également une école d'ingénieurs et une école doctorale. Vous voyez bien que ça embrasse quasiment plusieurs filières, plusieurs domaines qui sont essentiels à la vie économique et au développement du pays. Et donc, ce qui peut être dit dans ce domaine-là, c'est tout simplement que nous avons, dans le domaine de la communication, l'audiovisuel, du journalisme, si nos générations étaient formées à l'extérieur, aujourd'hui, très sincèrement, tous ces cadres-là qui ont été formés, qui sont ici, ont la capacité de former sur place les générations à venir. Et je pense que c'est une tentative que nous sommes en train de faire. Et je pense que au niveau de l'Afrique centrale, et d'ailleurs ce n'est pas un hasard, par exemple, au moment où je vous parle, nous sommes en partenariat avec Netflix qui a besoin, parce que c'est un besoin mondial, celui de créer des images, celui de créer des sons, pour ad vitam aeternam, tant que la civilisation humaine est là, personne ne peut se passer de la communication, personne ne peut se passer du besoin de se faire connaître, de faire connaître sa culture. Et donc, forcément, ce sont des formations, c'est pour ça que le professeur a tenu à ce que je vienne sur ce plateau-là, parce que ce sont des formations d'avenir dont on ne peut plus se passer. On ne se passera pas non plus des instituteurs, des médecins, tout comme on ne peut plus se passer de la communication. D'accord. Donc, voilà. D'accord. Si je peux ajouter quelque chose, madame, si vous me permettez d'ajouter quelque chose, vous avez là Netflix, qui est un géant mondial et qui a décidé d'attribuer des bourses, c'est-à-dire c'est la prise en charge totale d'une année de formation pour un étudiant. Il donne, je pense, $1 million pour l'ensemble sur les 5 ans à venir. Sur les 5 ans à venir pour les pays. Et là, vous avez au Gabon, enfin, d'abord, vous avez le Gabon qui a été retenu, donc vive le cinéma gabonais, c'est fantastique. Et vous avez un établissement gabonais qui a été retenu, le seul en Afrique centrale, si j'ai bien compris, c'est l'Institut Philippe Maury de l'audiovisuel et du cinéma. Mais c'est fantastique, madame. Et nous avons, je ne l'ai pas dit, mais des demandes viennent de partout où les gens, dans l'espace CEMAC, veulent, justement des étudiants veulent intégrer l'IPEMAC à cause de cette offre exceptionnelle de Netflix. Quels sont les critères qui ont prévalu justement à ce choix? Non, permettez-moi quand même de terminer. Nous sommes à la fin de l'émission. Comme je disais tout à l'heure, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, et dans le cas d'espèce, il est plutôt à moitié plein, et on doit s'en réjouir. D'accord. Ouais. Et quels sont les critères qui ont prévalu à ce choix? Nous tirons vers la fin de l'émission. Oui, nous tirons vers la fin de l'émission. Non, disons, ce qui a prévalu à ce choix, c'est bien... nous avons présenté les critères, nous avons présenté des profils d'enseignants, nous avons présenté les qualités de l'accueil. Tantôt, le professeur parlait de campus. Les disciplines dans lesquelles vous dispensez des formations. Tout à fait, voilà. Donc, il y a ça. Et puisque nous en parlons, et c'était aussi l'intérêt de prendre part à ce tour de table, c'est que nous avons communiqué normalement les soumissions des dossiers à cette proposition de bourse devaient se terminer le 5 septembre à minuit, le 4 septembre à minuit. Mais compte tenu de la demande de l'affluence dont parle le président, elle a été repoussée au 9 septembre à minuit. Et c'est toujours pour quand même rappeler, et je le dis assez souvent, nous ne savons pas, nous étudiants, nous, Afrique centrale, nous, Gabonais, nous ne savons pas profiter de ce genre d'opportunités.
Et c'est un appel que je lance aux jeunes, aux étudiants qui veulent travailler dans ce domaine-là. C'est une opportunité qu'on ne peut pas laisser passer. Le Gabon, l'heure du Commonwealth, alors vous qui êtes des enseignants, vous savez qu'il y a nous avons intégré un nouvel espace et qui a une autre richesse culturelle, linguistique. Alors, je voudrais, professeur. Bon, moi je partirai de l'exemple du Cameroun. Pour moi, le Cameroun, c'est franchement le pays idéal en Afrique centrale. C'est clair. La vie est agréable. Pourquoi? C'est l'explication que j'ai, peut-être ai-je tort, mais le Cameroun est bilingue. Le Cameroun est francophone et anglophone. On ne peut pas aujourd'hui se passer de l'anglais au nom d'une francophonie africaine essentiellement, parce que même en France, vous avez des établissements où la formation est 100% en anglais ou alors une très grande partie en anglais. Vous ne pouvez pas vous passer de l'anglais pour le business, pour la recherche. Tenez, madame, 90% de la recherche est véhiculée en anglais. La reconnaissance est d'abord en anglais. Donc, comment ne pas soutenir, tout en étant francophone, pour moi, c'est très important la francophonie. Bien sûr. Mais comment ne pas soutenir une démarche que je considère comme salutaire, qui est celle du président de la République gabonaise, de dire on va diversifier et permettre à nos enfants, comme on l'a vu au Rwanda, d'intégrer l'anglais dès le pré-primaire et faire en sorte que le pays devienne totalement bilingue. Bilingue français, nous sommes francophones, nous parlons très bien français, et anglophone. Je pense que c'est vraiment un gain exceptionnel. Et encore une fois, je pense que le président de la République a été bien inspiré. D'accord. Voilà, messieurs, nous arrivons donc au terme de ces 52 minutes qui n'ont certainement pas permis de dire tout ce que vous voulez expliquer aux Gabonais, mais en tout cas, je crois que l'essentiel a été dit ici. Il ne me reste qu'à vous dire merci d'être venus sur ce plateau et merci également à nos chers téléspectateurs qui nous suivent. On se retrouve donc au mardi prochain à 21h. Au revoir.